Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Les titres au sommaire de ce journal. Le projet portant budget de l'État pour l'année 2022 et l'annexe fiscale ont été adoptés à l'Assemblée nationale d'un niveau de 901,1 milliards de francs CFA. Le projet devrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social l'an prochain. À quelques jours de la fin du 5e recensement général de la population et de l'habitat, la ministre du Plan et du Développement était face à la presse. Elle répondait aux grandes préoccupations sur cette opération en cours dans le pays depuis le 8 novembre dernier. Et puis les douanes ivoiriennes détruisent 79 tonnes de produits prohibés, une opération dans le cadre de la lutte contre la drogue et les stupéfiants. Bienvenue dans ce 23h. À l'Assemblée nationale, les députés de la Commission économique et financière ont achevé l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 et son annexe fiscale. Le projet budget prévoit une enveloppe de 9 901,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17,9% par rapport à 2021. Nous en parlons avec Cheikh Koné. C'était la dernière étape avant son passage au vote en plénière. Dans la nuit du vendredi au samedi 20 novembre, les parlementaires ont voté en commission le projet de budget de l'État et l'annexe fiscale 2022, après de longs échanges avec les émissaires du gouvernement. Nous sommes heureux simplement parce que le travail que nous avons fait a été adopté par l'Assemblée, ça a été un long travail et naturellement on ne peut que s'en réjouir. Mais au-delà, c'est surtout, je l'ai indiqué tantôt, la qualité, la richesse de nos échanges, la profondeur donc, des propositions qui ont été formulées, leur pertinence, ce sont des choses qui nous ont vraiment réjouis. C'est ça aussi l'intérêt du budget programme, la gestion axée sur le résultat, qui fait en sorte donc, que l'exécutif puisse s'obliger à bien maîtriser ce dossier face à une Assemblée nationale extrêmement scrupuleuse concernant le respect de certains principes. Et puis à l'arrivée, c'est la qualité de la gouvernance qui s'améliore en Côte d'Ivoire. Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 9 901,1 milliards de francs CFA, en hausse de 17,9% par rapport à 2021. Ce budget, comme l'a expliqué Moussa Sanogo, devrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité devraient connaître un regain de dynamisme pour soutenir la croissance économique. Il s'agit entre autres du secteur primaire qui connaîtrait une progression de 1,6% et le secteur secondaire qui progressera de 10,4% grâce à l'énergie, le BTP et les industries. S'agissant de l'annexe fiscale, 25 articles la composent. On note le relèvement du taux de droit d'accise sur le tabac et l'institution d'une taxe sur les jeux du hasard. Au niveau des exonérations, cette annexe prévoit un seuil de 354 milliards de francs CFA. Avant le vote des députés, les ministres du Commerce, de l'Industrie et celui de la promotion des PME et de l'artisanat ont défendu leur dotation budgétaire qui a été votée à l'unanimité des membres de la commission. Un autre sujet de ce journal, le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Il est lancé depuis le 8 novembre dernier. Nous vous proposons dans ce journal de suivre l'évolution de l'opération juste après ce jingle. Le recensement général de la population et de l'habitat est en cours et devrait s'achever le 28 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Pour informer davantage les populations sur cette opération, les rédactions de Fraternité Matin interrogeaient ce jour la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé. Pourquoi le recensement de la population, l'objectif de cette 5e opération? Qui sont ceux qui sont concernés? Autant de préoccupations posées à la ministre par les journalistes, suivant ce résumé de Noël Gnagno. Recensement général de la population et de l'habitat 2021. C'est parti depuis le 8 novembre. Son objet essentiel est d'aider à une meilleure allocation des ressources pour le bonheur des populations avec des données fiables. Les données issues du recensement de la population 2021 permettront notamment de faire le suivi et la revue du PND 21-25, d'évaluer les politiques sectorielles dans tous les domaines
et de fournir des informations statistiques récentes et fiables permettant le suivi des agendas internationaux. Son objet connu, les journalistes des rédactions de Fraternité Matin ont passé au crible toutes les étapes de l'opération de sorte à avoir une seule appréciation de cet outil d'aide à la prise de décision. Au nombre des préoccupations, la nature des concernés. C'est tous ceux qui résident sur le territoire, sans distinction de nationalité. Comme il s'agit de dimensionner les équipements, c'est ceux qui en bénéficient qui sont recensés. Par contre, si vous avez des Ivoiriens hors du pays qui ne vivent pas pendant 6 mois sur le territoire national, ils ne sont pas concernés par le recensement général de la population et de l'habitat. Pourquoi? Si l'agent recenseur vient à votre domicile et que le bébé vient d'arriver il y a 1 heure, il faudra le déclarer parce qu'il a des besoins qu'il va falloir prendre en compte dans la programmation du développement. Que fait-on des réfractaires? Dans certains pays, les gens sont contraints par la loi à se faire recenser. En Côte d'Ivoire, on a compté jusqu'à présent sur le comportement citoyen et des Ivoiriens et des non-Ivoiriens pour pouvoir donc recueillir les données. Pourquoi l'opération dure-t-elle 3 semaines? C'est une norme internationale. C'est le maximum qu'on fait, quelle que soit la taille du pays, quitte à procéder à des découpages par zone. C'est-à-dire que tout le territoire n'est pas fait au même moment, mais c'est vraiment 3 semaines le temps pour pouvoir faire le recensement partout. Selon Madame le ministre du Plan et du Développement, les premiers résultats sont attendus pour fin avril. Coût de l'opération, 23,9 milliards de francs CFA et mobilisera 38 000 agents. Recenseur. À moins d'1 semaine donc de la fin de cette opération, les autorités locales prêtent main forte aux agents recenseurs pour l'atteinte de l'objectif premier, qui est donc la collecte des informations. Dans le département de San Pedro, le corps préfectoral multiplie la sensibilisation auprès des populations rurales. Suivons cet exemple dans la sous-préfecture de Doba, qui est rapporté par notre correspondant Sam Kona. Le sous-préfet de Doba, Nchotiri Pakom, en tournée de sensibilisation et de mobilisation dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat. Occasion pour les populations de faire connaître leurs préoccupations. À l'étape de Bigné, par exemple, le chef Toukoura Issa Boniface a fait cette doléance chère aux habitants de cette bourgade. Je demande au gouvernement de Côte d'Ivoire de bien vouloir introduire mon village comme village administratif de la sous-préfecture de Doba, comme village officiel. C'est un village loti de près de 538 lots. C'est un village qui a une école de 6 classes qui est déjà signée par l'État de Côte d'Ivoire. Pour que ces doléances puissent être prises en compte, le sous-préfet demande aux habitants de se faire recenser. J'invite toutes les populations à se faire recenser. Selon la loi, quand un site habité atteint plus de 500 habitants, ce site-là doit être érigé en village. Qu'est-ce qui permet de savoir ça? C'est le recensement. Donc, quand on boycotte le recensement, on se boycotte soi-même. Il faut tout faire pour que les agents recenseurs puissent nous compter. Comme Bigné, plusieurs localités ont des problèmes d'adduction en eau potable, d'électrification, de construction de centres de santé et d'écoles. Le recensement général de la population et de l'habitat va permettre de soulager les populations rurales, a indiqué le sous-préfet Nchotiri Pakom. Nous parlons à présent de formation et d'entrepreneuriat. La station F de Paris, le plus grand campus start-up au monde, livre ses secrets au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. En visite sur ce site depuis hier, le docteur Kofi Nguessan souhaite au terme de son séjour être bien imprégné du fonctionnement de ces centres d'excellence en matière de formation et d'entrepreneuriat. Serge Coléa. Il se dresse le plus grand campus de start-up au monde. Bâtie sur une superficie de 34 000 m², la station F a fière allure. Elle bouillonne surtout de projets innovants portés par de jeunes start-upers. Plus de 3000 postes de travail, un vaste marché et des programmes internationaux d'accompagnement qui intéressent la Côte d'Ivoire.
S'inspirer de ce modèle, c'est l'une des raisons principales de la visite du ministre Kofi Nguessan. L'ancien directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny entend s'appuyer sur sa longue collaboration avec HEC Paris. L'incubateur HEC occupe ici un espace de 700 mètres carrés et a déjà encadré plus de 500 entreprises innovantes. Nous avons un beau projet de travailler avec la Côte d'Ivoire pour répliquer ce genre de campus à start-up. Un campus de start-up peut vraiment aider à créer de l'emploi. Donc c'est vraiment la façon la plus rapide de soutenir des jeunes entrepreneurs pour accélérer leur progrès. Pour jeter les bases d'une nouvelle dynamique, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'appuie également sur le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons déjà des investissements qui sont en place pour pouvoir véritablement déployer des centres intégrés d'innovation et de technologie. Donc nous avons 6 centres qui sont en train d'être mis en place, un dans le district d'Abidjan, un autre dans le district de Yamoussoukro et 4 autres dans certaines régions où nous avons des pôles de développement et des pôles de croissance. Notre ambition, c'est de participer efficacement à ce programme et d'avoir l'accompagnement d'une institution qui sait le faire comme HEC. Et en venant ce matin ici, c'est de pouvoir comprendre la philosophie même de la station F, de faire en sorte que les centres d'innovation que nous allons créer en Côte d'Ivoire puissent répondre efficacement aux besoins de nos jeunes qui, par ailleurs, attendent qu'ils soient formés et qui créent aussi des emplois et qui deviennent aussi des employeurs parce que de ce fait, ils pourront aussi employer d'autres jeunes. Cette mission de travail du ministre Kofi Nguessan va le conduire en France et au Luxembourg. Ici en Côte d'Ivoire, les données statistiques de l'activité de 2020 du ministère des Ressources animales et halieutiques sont en cours de validation. Les experts des structures de ce département ministériel sont depuis lundi dernier réunis pour harmoniser et valider les chiffres. Le point de leurs travaux à cette date avec Jean-Louis Bambo. Des statistiques exhaustives et fiables pour une politique cohérente dans le secteur des ressources animales et halieutiques. C'est tout le sens de cet atelier. Des travaux qui réunissent toutes les parties prenantes de la collecte et du traitement des données statistiques du secteur des ressources animales et halieutiques. La méthode qui était utilisée il y a 10 ans, 5 ans, il faut qu'elle puisse s'adapter aux nouvelles technologies. Il faut aussi amener à revisiter nos données que nous collectons. De plus, le ministère fait face ces dernières années à une demande récurrente de données statistiques relatives à de nouvelles thématiques, dont la nutrition, qui nécessite la production des données spécifiques. Il faut pouvoir collecter la bonne information dont a besoin les citoyens. Il ne faut pas collecter les données pour les collecter. Comme le disent les statisticiens, ce n'est pas le nombre de données qui donne la qualité, mais c'est le besoin qu'on a satisfait à partir des données que nous collectons. Le système de collecte des données présente des faiblesses, entre autres la non-informatisation du système, la faible production de données statistiques fiables, le manque d'agents techniques qualifiés et le manque d'outils adéquats pour la production des statistiques. Et nous vous annoncions dans le sommaire, les douanes ivoiriennes ont ce jour incinéré 79 tonnes de produits prohibés, un lot qui contenait du chanvre indien, des cigarettes et des médicaments contrefaits. Lanciné Bakayoko. 10 tonnes 8 de cannabis, 60 tonnes de faux médicaments et 8 tonnes de cigarettes de contrebande sous les flammes. Preuve qu'au niveau des services douaniers, la traque des produits interdits se poursuit avec la même intensité. Il s'agit de marchandises frappées de prohibition absolue. Aujourd'hui, nous procédons à la destruction par incinération. Ce que nous faisons ici, cela se fait également à Korogo lorsqu'il y a des saisies. Vous savez que le coût de la destruction est relativement important. Les saisies de Korogo sont détruites à Korogo. Il y a des destructions qui sont faites dans toutes nos directions régionales lorsqu'elles sont importantes. À travers cette opération, il s'agit pour les douanes ivoiriennes de remplir leur mission économique, mais davantage de protéger la santé des populations exposées à ces substances dangereuses impropres à la consommation. En inondant le marché de bons médicaments produits localement, nous allons de facto réduire le besoin d'importer des produits
et nous allons mieux contrôler les produits qui sont sur le marché ivoirien. Sur le plan de la mobilisation des ressources de port, le gouvernement a en plein exercice budgétaire revu à la hausse les objectifs assignés à l'administration douanière. Question de faire face aux tensions de trésorerie liées à la forte demande sociale. Des objectifs qui seront atteints, assurance du patron des douanes, le général Pierre Da. L'objectif pour la fin de l'année 2021, qui était de 2022 milliards, est passé maintenant à 2056 milliards. Malgré cette rallonge qu'on vient de nous apporter, eh bien cet objectif sera atteint. On me demande de l'atteindre au 31 décembre, mais je dis, mon objectif c'est de l'atteindre à la fin novembre, et j'y suis. Pour ces saisies, les agents de l'unité mobile d'intervention rapide sont en première ligne, appuyés par les brigades de surveillance et de contrôle territorial stationnées à l'intérieur du pays. Parlons maintenant de sécurité territoriale. La 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'État-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte le 17 novembre dernier. C'est une réunion pour discuter des questions sécuritaires qui minent l'espace régional commun. La lutte antiterrorisme étant un combat commun, le comité des chefs d'état-major de la sous-région s'est rendu à l'Académie internationale de Jacquesville, chargé de renforcer les capacités des unités engagées dans cette lutte. Abou Sanogo. Le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Une visite pour apprécier la plus-value que peut apporter cette institution bâtie sur un espace de 1200 hectares en termes de réponse au terrorisme. Sa création vise à développer la capacité des États de la région à apporter une réponse globale à la menace terroriste qui s'y développe. Conçu à l'initiative commune des gouvernements français et ivoiriens, ce projet a été porté en effet en novembre 2017 à Abidjan lors du sommet Union européenne-Union africaine par le président de la République française Emmanuel Macron et le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. En termes de réponse au terrorisme, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville repose sur 3 piliers, à savoir l'entraînement, la formation des cadres et la recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Les chefs militaires de la sous-région ouest-africaine ont visité les différentes installations, à savoir le champ de tir et le village sahélien, chargé de renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte antiterroriste. Tout ceci vise à créer une communauté et susciter une culture commune de contre-terrorisme. To come and visit this counter-terrorism training center. Je constate que c'est un édifice avec plusieurs enceintes, plusieurs dispositions pour faciliter l'entraînement de nos soldats et également pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons été enchantés de voir que c'est une initiative qui est devenue concrète et nous espérons que cela va durer dans le temps. C'est pour dire que la volonté politique est là, l'engagement du leadership militaire est là et la présence également des partenaires stratégiques. Globalement, c'est une bonne avancée pour l'Afrique et pour la CEDEAO. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville ambitionne de devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales en matière de lutte contre le terrorisme au bénéfice de la stabilité des États et de la sécurité des populations. La 8e édition de Africa Web Festival s'est ouverte ce 24 novembre autour du thème « Nous connecter sur l'humain ». C'est un festival de 2 jours d'échanges de haut niveau et des propositions concrètes pour créer, innover et entreprendre. Découvrons ensemble cette première journée de l'événement avec Patricia Omouitia. Avec plus de 5000 participants chaque année, Africa Web Festival est le plus important rendez-vous de promotion et d'émulation du numérique en Afrique francophone. Relever le défi de se connecter sur l'humain est le fil conducteur de cette 8e édition. On a vu qu'avec la Covid-19 partout dans le monde, l'humain redevient important et on se dit comment on fait pour connecter tout le monde sur l'humain. En fin de compte, on est une plateforme de visibilité pour l'Afrique. Cet événement réunit intervenants de renommée internationale, entrepreneurs, organisations, partenaires institutionnels et grand public pour réfléchir au mieux vivre ensemble par l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. C'est une aventure qui a commencé depuis plus de 8 ans et il est important aujourd'hui pour nous d'être présents. Et donc le thème connecté sur l'humain nous interpelle particulièrement parce que le groupe RTI
œuvre tous les jours à connecter l'ensemble des Ivoiriens sur l'humain. Que l'Afrique est en train de réussir le pari du numérique. On a pas mal d'investissements et quand on parle justement de se connecter à l'humain et d'éthique numérique, c'est aussi la responsabilité en termes de protection des données. Pendant 2 jours, une succession de conférences, ateliers et de tables rondes aura pour ambition de développer de nombreux thèmes, notamment différentes activités autour du numérique et de la dimension humaine. Ce projet porté par Mme Diawara est un projet nécessaire pour l'Afrique qui ne devait pas rater et qui ne doit pas rater la révolution numérique. Et voir que notre pays, avec la créativité de sa jeunesse, l'engagement de ses autorités, prend une part importante dans cette culture du numérique. Africa Web Festival est un événement promu par l'ONG Mandingo Agir pour demain. Plusieurs activités sont organisées tout au long de l'année et rassemblent les professionnels du numérique et de l'audiovisuel, le grand public et tout particulièrement la jeunesse numérique entrepreneuriale. Et voyons à présent le point Covid de ce 24 novembre. Ce mercredi, juste 8 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués. On enregistre aussi 29 nouvelles guérisons et 0 cas de décès. Ce 24 novembre, la Côte d'Ivoire compte en tout 61 660 cas confirmés et enregistrés, dont 60 626 personnes guéries, 703 personnes décédées. Il reste encore 331 cas actifs. La campagne de vaccination, elle enregistre au moins à cette date 4 262 743 doses de vaccins enregistrées, administrées à cette date aux individus dans le pays. Il est question de gestion des sachets plastiques dans l'espace CEDEAO et le sujet réunit des experts depuis hier à Abidjan, des experts de la sous-région. Une rencontre dont l'objectif est d'élaborer un projet d'harmonisation des textes juridiques et réglementaires dans l'espace communautaire. Grace Kando. L'utilisation abusive des sachets plastiques est source de nuisances pour la santé et facteur de dégradation pour l'environnement, une menace également pour les ouvrages d'assainissement. Pour harmoniser les différents textes juridiques et réglementaires sur le sujet au sein de l'espace CEDEAO, une rencontre se tient à Abidjan. Il s'agit de valider un test harmonisé qui devrait permettre d'actualiser les différents tests qui ont été déjà pris de manière à ce que l'application soit plus aisée. Le test en lui-même prévoit un certain nombre de dispositions. Par exemple, l'interdiction de sachets à usage unique, de différents types d'emballages, de manière à ce que ce qui reste puisse faire l'objet de recyclage ou de traitement. Si on arrive à encadrer le secteur dans un pays et dans le pays voisin, ce secteur n'est pas encadré, les promoteurs de ces pratiques-là risquent en fait de se déporter dans les pays voisins. Donc on a besoin d'une certaine synergie d'action entre nos États pour qu'on puisse arriver au résultat. Selon le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, cette rencontre sous-régionale sur les déchets plastiques a tout son sens. Les efforts consentis par les différents gouvernements, aussi bien au plan institutionnel que juridique, pour minimiser en amont comme en aval la dégradation préoccupante du paysage du fait des déchets plastiques, il est malheureusement constaté une recrudescence alarmante de la situation. Le gouvernement attend avec empressement la validation de ce projet de test, car une fois adopté, ce règlement constituera un outil efficace de décision intergouvernementale en matière de gestion des plastiques. En 2013, le gouvernement ivoirien a pris un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Et restons toujours focus sur l'humain. Le Conseil national des droits de l'homme ouvre une session de briefing du corps diplomatique sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Suivons les détails de cette session d'échange avec Abou Sanogo. Briefing du corps diplomatique avec les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Une activité du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui a pour objet de servir de cadre d'échange et de partage d'informations sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour la présidente du CNDH, Namizata Sangare,
de présenter la situation globale et les perspectives dans la mise en œuvre de son mandat ainsi que les diligences menées. Dans son exposé, Namizata Sangare a abordé plusieurs sujets, notamment les questions sécuritaires, le dialogue politique. Nous leur partageons la situation des droits de l'homme à la lumière de notre vécu sur le terrain. Nous essayons d'améliorer leur compréhension sur certains points de la situation dans notre pays. Ensemble, nous profitons pour solliciter également leur accompagnement dans la mise en œuvre de certaines activités. Et sur les requêtes traitant des violences basées sur le genre, du 1er janvier au 31 octobre, 110 cas de viol et tentatives de viol ont été enregistrés. Un exposé apprécié par l'ensemble des diplomates. En tout cas, je trouve que c'est une institution vraiment qui n'est pas dans les bureaux, mais qui est sur le terrain et qui nous apporte vraiment beaucoup d'informations dont nous avons besoin. Il y a des développements très positifs comme la loi d'application du décret sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. On a fait le point sur plusieurs enquêtes qui ont été menées sur des cas particuliers de violation de droits sociaux et économiques où le CNDH a essayé de comprendre, de voir plus clair dans ces violations. Donc, il y a beaucoup de choses à débattre et le CNDH est maintenant une force de proposition pour essayer d'améliorer la situation là où elle a besoin d'être améliorée. La présidente du Conseil national des droits de l'homme a annoncé des campagnes de sensibilisation dans les commissions régionales de Diokwe, de Man, de Séguéla, d'Aboissou et dans la commune de Koumassi. En politique, le mouvement Synergie Ado a fait sa rentrée politique, une cérémonie qui a tourné en hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour les actions en faveur des femmes et des enfants, suivant ce compte-rendu d'Ahmed Traoré et de Abou Sanogo. Palais de la culture de Trècheville Archicombe, tout ce monde rassemblé et mobilisé pour une journée d'hommage et de reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour toutes ses actions en faveur des femmes et des enfants. Lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture, autonomisation des femmes, et épanouissement des enfants. Autant de motifs qui justifient cette cérémonie de reconnaissance. L'initiatrice de ce grand rassemblement, Kadisila, présidente du mouvement Synergie Ado, a rappelé l'impact du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire dans le quotidien de ces dernières. Avec le fonds FAFSI, nous déjà, ce sont des centaines de femmes membres de Synergie qui ont bénéficié du fonds FAFSI. Nous avons la création des centres de réinsertion pour les jeunes, des enfants dans les localités de Soubré, de Boaké et de Ferke-Sédougou. Nous avons aussi les actions dans le cadre de Children of Africa qui font beaucoup pour les enfants en difficulté, les veuves et les orphelins. Pour Mamadou Touré, représentant Adamabik Togo, les actions de la première dame Dominique Ouattara ont fortement contribué à réduire la pauvreté. Nous avons profité donc du micro pour énumérer toutes les actions que la première dame a menées pour les Ivoiriens auprès du président de la République. Le fonds FAFSI, il y avait près de 300 000 femmes qui ont pu bénéficier donc de ce projet. Nous avons aussi les actions en faveur donc du cacao ivoirien, puisque grâce aux actions de la première dame, alors qu'il y a des menaces sur le cacao ivoirien du fait du travail des enfants, nous sommes aujourd'hui hors menaces. Et ce que nous avons dit, c'est que si la pauvreté a diminué dans notre pays, nous sommes quand même passés de 51% à près de 37%, grâce aux actions du président de la République. Mais il y a eu aussi auprès du président de la République la première dame qui, par ses actions en faveur des femmes, des enfants, a contribué à réduire donc la pauvreté dans notre pays. Créé en 2018, le mouvement Synergie Ado est un mouvement de soutien et de terrain 100% femmes, revendiquant plus de 15 000 membres actifs. Il entend parcourir tout le pays pour mobiliser les femmes de toute sensibilité politique à la cause du président Alassane Ouattara. Pour l'actualité hors de chez nous, en Éthiopie, la situation sécuritaire dans le pays se dégrade. Les rebelles se rapprochent de la capitale et la communauté internationale ne parvient toujours pas à obtenir un cessez-le-feu entre les deux parties. La France, l'Allemagne et plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, ont exhorté leurs ressortissants à quitter le pays. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RT1.